Je vais vous présenter le tibia. Alors le tibia est un os qui va s'insérer proximalement avec le fémur et distalement avec le talus. C'est un os long qui possède un corps et deux extrémités. À noter que ces deux extrémités sont de forme quadrangulaire pyramidale et que son corps est de forme prismatique triangulaire. Nous allons décrire le corps. Le corps présente deux courbures en S italique très allongées. C'est visible ainsi. Nous avons bien les deux courbures. Il est donc de forme prismatique triangulaire dans ses trois quarts proximaux et présente trois faces. Une face latérale, une face médiale ainsi qu'une face postérieure. Aussi, nous avons la présence de trois bords, un bord antérieur, un bord interosseux et un bord médial. La face latérale. La face latérale présente une insertion dans ses deux tiers proximaux sous forme de gouttière pour l'insertion du tibial antérieur. Dans son tiers distal, elle est convexe. La face latérale regarde en direction antérolatérale, c'est-à-dire qu'elle regarde le sillon intermusculaire antérolatéral de la jambe et le fascia jambier, via en rapport trois muscles, le tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux et le long extenseur des orteils. La face médiale, elle, est convexe dans sa partie moyenne et est en rapport avec la peau, donc palpable. Proximalement, elle présente une surface rugueuse, communément appelée patte d'oie, qui, sur deux plans, permet l'insertion du sartorius, du gracile, du semi-tendineux. Dans la partie inférieure, nous avons la présence du fascia jambier, ainsi le fascia jambier qui va donc s'insérer sur le périoste du tibia, et à son extrémité, nous avons le passage du nerf saphène et de la grande veine saphène. Maintenant, la face postérieure. La face postérieure présente une ligne qui se dirige distalement et latéralement, appelée ligne du muscle solaire. Elle est de constitution rugueuse et dans sa partie inférieure laisse passage à un orifice vasculaire, c'est-à-dire appelé foramen nourricier. Sur la ligne de ce muscle solaire s'insère le chef profond du triceps sural, aussi appelé muscle solaire. La ligne solaire divise la face postérieure en deux parties. Une partie proximale de forme triangulaire où s'insère le muscle poplité et une partie distale qui laisse passer une crête longitudinale qui décrit deux territoires, un territoire médial et un territoire médial qui est ici, et un territoire latéral qui est ici. Sur le territoire médial s'insère le muscle long fléchisseur des orteils, et sur le territoire latéral, le muscle tibial postérieur. Topographiquement, dans le quart supérieur, s'insère le muscle poplité, comme dit précédemment, ainsi que le tendon direct du muscle semi-membraneux. Ceci correspond effectivement à la surface poplitée, qui est délimitée dans sa partie inférieure par le chef médial et le chef latéral du muscle gastrocnémien, qui appartient effectivement au muscle triceps sural. Par contre, il faut préciser l'ordre des veines, des artères et des nerfs qui passent dans cette surface poplitée et qui vont longer la face postérieure de la jambe, car l'ordre et les rapports de ces éléments vont changer. Dans la partie proximale, c'est-à-dire au niveau du creux poplité, nous allons décrire ainsi dans le sens médiolatéral. Nous avons en premier l'artère poplitée, la veine poplitée et le nerf tibial. Donc retenir AVN. Ces éléments sont situés sous le fascia poplité et sont dans la partie profonde de la surface poplitée. Ensuite, lorsque ces éléments auront passé la surface poplitée, la veine va changer de place, c'est-à-dire que nous allons nous trouver dans le sens médiolatéral avec l'artère et le nerf, donc veine tibiale postérieure, artère tibiale postérieure et nerf tibial. Ensuite, ces trois éléments vont passer à travers l'arcade du muscle solaire, rappelons qu'il s'insère sur la ligne solaire, et vont encore changer d'ordre. Dans le sens médiolatéral, nous allons retrouver avec l'artère tibiale postérieure, le nerf tibial, la veine tibiale postérieure, et en plus, latéralement, l'artère fibulaire. Maintenant, nous allons décrire les bords, donc les trois bords.
Le bord antérieur présente, comme dit précédemment, une courbure en S. Latéralement s'insère le muscle tibial antérieur. Le bord antérieur présente dans sa partie proximale une tuberosité appelée tuberosité du tibia, puis une crête tibiale, où s'insère le fascia jambier. Sur le bord interosseux, maintenant le bord interosseux laisse insertion à la membrane interosseuse de la jambe. Elle regarde en direction de la fibula, en direction latérale. Elle est en rapport antérieurement avec le muscle tibial antérieur. Postérieurement, elle est en rapport avec le muscle tibial postérieur. Et latéralement, avec l'artère et la veine tibiale antérieure et le nerf fibulaire profond. Ces éléments vont se diriger distalement et vont former un Y qui vont venir rencontrer la syndesmose tibiofibulaire. Le bord médial laisse lui insertion au fascia jambier comme le bord antérieur, et postérieurement est en rapport avec les muscles de la loge postérieure de la jambe. Maintenant, l'extrémité proximale. L'extrémité proximale, comme dit précédemment, est une pyramide quadrangulaire. Elle présente un sommet et une base, le sommet qui est vers le bas et la base qui est vers le haut, ainsi que 4 faces, une face antérieure, une face postérieure, une médiale et une latérale. La base, aussi appelée plateau tibial, présente deux condyles fémoraux, s'insère avec les deux condyles fémoraux. Nous avons le plateau tibial médial et le plateau tibial latéral. Le plateau tibial médial s'insère donc avec le condyle fémoral médial et le plateau médial latéral avec le condyle fémoral latéral. Entre ces éléments s'insère le ménisque, deux ménisques, un ménisque médial en forme de C et un ménisque latéral en forme de O. Très important. Aussi, il faut savoir que le plateau tibial médial est plus long et le plateau tibial latéral, lui, est plus étroit que son voisin. Entre ces deux éléments, nous avons l'éminence intercondylaire qui présente un sommet appelé tubercule intercondylaire. Sur ce sommet, nous avons donc deux tubercules intercondylaires, un médial, un latéral. Sur le médial s'insère la corne postérieure du ménisque médial, en forme de C, nous allons le rappeler. Et sur le tubercule intercondylaire latéral s'insèrent les deux cornes antérieures et postérieures du ménisque latéral. Entre ces cornes s'insère le ligament transverse. Au niveau de l'éminence intercondylaire, nous avons la fosse intercondylaire. L'éminence intercondylaire, elle, va s'insérer avec la fosse intercondylaire du fémur. Aussi, il est important de noter que l'éminence intercondylaire est plus proche du côté postérieur que du côté antérieur. Et le tubercule intercondylaire est intra-articulaire et extra-synovial. Maintenant, l'aire intercondylaire. Donc, effectivement, nous avons les tubercules intercondylaires qui laissent antérieurement et postérieurement l'aire intercondylaire antérieure et postérieure se développer. Nous avons donc dans l'aire intercondylaire antérieure l'insertion du ligament croisé antérieur qui est long dans le plan transversal. Et dans l'aire intercondylaire postérieure, nous avons le ligament croisé postérieur qui est doublé lui par le ligament poplité. Et l'insertion du tendon récurrent du muscle semi-membraneux qui forme la patte doigt profonde. Rappelons les trois éléments du semi-membraneux. Donc 3 tendons, un tendon direct, un réfléchi et un récurrent. Postérieurement au ligament croisé, nous avons le ligament ménisco-fémoral. L'aire intercondylaire est de forme triangulaire, rugueuse et percée par de nombreux orifices vasculaires. Maintenant, la face antérieure de l'extrémité proximale. Alors la face antérieure de l'extrémité proximale est de forme triangulaire, comme vous pouvez le voir. Elle présente la tubérosité du tibia, qui est palpable, lisse proximalement et rugueuse distalement. Sa partie proximale lisse est en rapport avec le récessus synovial infrapatellaire
et la partie rugueuse distale est en rapport avec une bourse séreuse et le ligament patellaire ou encore appelé tendon rotulien. La face postérieure donne insertion au muscle poplité, comme dit précédemment. Maintenant, nous allons procéder à la description de la face médiale. La face médiale présente le condyle médial. Postérieurement, nous avons la présence d'une surface rugueuse pour le tendon direct du muscle semi-membraneux. Et médialement, nous avons une gouttière qui qui va donner insertion au tendon réfléchi du muscle semi-membraneux. Au niveau du condyle latéral, antérieurement se trouve le tubercule de Gerdy, qui va permettre l'insertion du tractus iliotibial, et inférieurement, une surface rugueuse pour l'attache du muscle tibial antérieur, les fibres proximales du tibial antérieur, ainsi que le chef tibial du muscle long extenseur des orteils. En arrière, nous avons l'articulation tibio-fibulaire proximale. Ce condyle latéral est en rapport avec le ligament court fibulaire qui va s'attacher sur l'apex de la fibula, non visible ici, ainsi que le muscle biceps fémoral. L'extrémité distale maintenant. L'extrémité distale est aussi de forme pyramide quadrangulaire. Elle présente une base distale et un sommet tronqué. Son corps présente donc 4 faces, une antérieure, une postérieure, une médiale, et une latérale. La base va s'insérer avec la trochlée du talus. Elle présente donc une crête antéro-postérieure qui est peu marquée, qui va s'insérer avec la gorge de la face postérieure du talus. La face antérieure de l'extrémité distale est convexe, lisse, était en rapport avec les muscles tibia antérieur, long extenseur des orteils et long extenseur de l'hallux. Attention, ces 3 muscles cheminent chacun dans un canal ostéofibreux, où vont passer les nerfs fibulaires profonds et les vaisseaux tibiaux antérieurs. Médialement, ils vont se diriger vers le dos du pied. La face postérieure présente une gouttière oblique pour l'insertion, une gouttière oblique où le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux va cheminer. Il est en rapport médialement avec les tendons des muscles tibiales postérieurs, long fléchisseur des orteils, et le nerf tibial ainsi que les vaisseaux tibiaux postérieurs. Postérieurement, nous avons le tendon d'Achille et le paquet adipeux pré-achillien. La face latérale maintenant est de forme triangulaire. On l'appelle incisure fibulaire et elle forme avec la fibula la mortaise tibio-fibulaire avec comme moyen de soutien les ligaments tibio-fibulaires antérieurs et postérieurs. Maintenant, nous allons procéder à la description de la face médiale. La face médiale présente une éminence qui s'appelle la malléole médiale. Cette malléole médiale possède, elle, 2 faces. Une face médiale, une face latérale, un bord antérieur et un bord postérieur, ainsi qu'un sommet. Sur la face médiale sur la face médiale, nous trouvons donc la peau, elle est palpable, et la bourséreuse malléolaire médiale. Sur la face latérale, qui est de forme triangulaire, cette surface s'insère avec la joue malléolaire médiale de la face médiale du talus. Le bord antérieur est rugueux. Il donne attache aux ligaments tibio-naviculaires et tibio-talaires de l'articulation de la cheville, ainsi qu'au faisceau supérieur et le faisceau supérieur du rétinaculum distal des extenseurs. Aussi, nous avons le passage de la grande veine saphène et du nerf saphène. La face médiale de notre malléole médiale présente donc un bord postérieur. Le bord postérieur donne insertion au ligament tibio-talaire postérieur. Nous avons le sillon malléolaire médial pour le tendon du muscle tibial postérieur et long fléchisseur des orteils. Postérieurement, nous avons le passage des vaisseaux tibio-postérieurs, ainsi que le nerf tibial et le tendon du long fléchisseur de l'hallux.
Au sommet de cette malléole médiale, nous avons l'insertion du ligament tibio-calcanéen. Tous ces quatre ligaments forment ensemble le ligament deltoïde. Donc, le ligament deltoïde en delta présente 4 faisceaux. On rappelle les 4 faisceaux. Ligament tibio-talaire antérieur, talaire postérieur, tibio-calcanéen et tibio-naviculaire. Pour finir, la vascularisation de notre tibia. Notre tibia est vascularisé par l'artère tibiale postérieure qui va rentrer dans différents foramen nourriciers. Nous avons des branches musculo-périostées qui proviennent de l'artère tibiale antérieure et de l'artère tibiale postérieure. L'extrémité proximale est vascularisée par le cercle artériel du genou, qui provient donc de l'artère poplitée postérieurement, de l'artère descendante du genou et de l'artère récurrente tibiale antérieure. Ces trois artères vont s'anastomoser au niveau de la tuberosité du tibia, qui est antérieure. Et à l'extrémité distale, nous avons une branche malléolaire, antéromédiale et postéromédiale, qui provient de l'artère tibiale antérieure et de l'artère tibiale postérieure. En résumé, nous avons donc différentes artères qui sont l'artère tibiale antérieure, l'artère tibiale postérieure, l'artère poplitée, l'artère descendante du genou et l'artère récurrente tibiale antérieure qui vont venir vasculariser notre os.